Merci d'avoir répondu à l'invitation du syndicat des quartiers populaires de Marseille, qui, au lendemain du confinement, a été à la rencontre des militants et des militantes qui œuvrent dans notre ville pour interroger dans un premier temps le bouillonnement solidaire, ensuite continuer de créer des alliances, des complicités, des solidarités entre l'ensemble des collectifs qui existent dans notre ville, mais également pour recueillir vos propositions, parce qu'on estime que les collectifs sont les acteurs principaux d'une transformation sociale et politique à Marseille. Avec toi, Yazid, aujourd'hui, on va aborder la question de la santé, des inégalités et des quartiers populaires, puisque tu es membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille, tu es aussi échographiste et enfin fondateur de l'association 7 Santé et Environnement pour tous, qui agit principalement dans les quartiers populaires de Marseille. Et on sait concrètement à ce qu'on peut entendre dans les médias dominants, que les quartiers populaires de Marseille sont partout, non pas seulement dans les quartiers nord, mais aussi on trouve également des quartiers populaires dans les quartiers sud et dans le centre-ville de Marseille, où on trouve également un certain nombre de poches de pauvreté et une grande précarisation. Yazid, quels sont, toi, les principaux constats que tu fais actuellement au regard de la crise que nous traversons ? Déjà, bonjour et merci de m'avoir invité. Concrètement, lorsque tu as un système fragile, et juste, je me permets de rappeler juste quelques chiffres pour montrer vraiment l'étendue de la fragilité du système dans les quartiers populaires, et plus exactement dans les quartiers nord, tu as à peu près 55% de la population, donc si on additionne le 2e, 3e et jusqu'au 16e arrondissement, 2, 3, 13, 14, 15, 16, qui sont couverts malheureusement que par 28% de l'offre médicale. Donc déjà, on part avec un gros déficit. Et on se rend compte en situation de crise et en situation de guerre sanitaire que c'est encore beaucoup plus amplifié, puisque les gens ne vont pas se soigner, faute de structures sanitaires. Et puis, lorsqu'elles vont se soigner, malheureusement, elles ont peu ou pas, dans certains secteurs, d'offres médicales suffisantes. Durant cette période, tu te rends compte qu'effectivement, sur les chiffres qu'on a, même si effectivement on n'a pas encore totalement les chiffres, ce sont les habitants des quartiers nord qui payent le plus la facture du Covid-19. Globalement, ce sont ceux qui meurent le plus. Concrètement, quand tu vas à l'AREA de Nord, 70% des personnes qui ont été admises sont des gens issus des quartiers populaires. Donc il faudra qu'on se penche sur cette question. Peut-être plus tard, on pourra en discuter, mais malheureusement, ce sont les gens qui payent le plus. Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de la maison de la santé de Malpasset, dont tu nous parleras, pour pallier à cette situation ? Très rapidement, la maison régionale de santé, elle se situe dans un carrefour. Par rapport à la L2, elle est en plein milieu des quartiers nord, dans le 13e arrondissement. Elle est ouverte le soir et le week-end, donc on fait à peu près 7000 urgences globalement. Pour te donner un ratio, l'Aveyron, c'est à peu près 25 000 urgences. Donc on a énormément de patients. Ce sont des médecins urgentistes qui sont présents. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On a doublé les effectifs médicaux et paramédicaux. On a senti la vague du coronavirus arriver. On a anticipé à notre manière en doublant les effectifs et en mettant des médecins d'astreinte au cas où la vague serait un peu trop importante. On a pensé aussi aux malades qui souffrent de maladies chroniques, parce qu'on a beaucoup de diabétiques, beaucoup de pathologies cardiaques, beaucoup de pathologies respiratoires, donc les plus fragiles, des personnes âgées, des familles monoparentales, des mamans qui se retrouvent toutes seules. Donc pour éviter qu'ils se trouvent dans le flux d'attente et potentiellement être des personnes fragiles pour pouvoir potentiellement avoir la transmission de ce coronavirus, nous avons mis à disposition en fait un dispositif de télémédecine où là, si tu me permets quand même une parenthèse sans être technique, la Sécurité sociale a fait un décret pour autoriser les téléconsultations par téléphone. Sauf que c'est bien dans des cas normaux, c'est-à-dire c'est très bien, allô docteur, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. La population qui habite dans les quartiers nord est soit une population hyper précarisée, soit une population étrangère qui n'a pas accès à la langue, soit des personnes en situation de handicap, soit des personnes âgées. Toutes ces personnes, de fait, on les exclut de ce dispositif. Donc nous, avec notre santé, nous avons mis à disposition un service de visioconférence qui permet d'aller directement avec un infirmier, respecter les gestes barrières au contact de ces malades-là et d'éviter, pour des renouvellements d'ordonnances, pour des prises de constantes, pour des maladies, parce qu'il commence à y avoir des études concernant l'impact
la morbidité liée au coronavirus, mais malheureusement, il commence à arriver des patients qui ne sont plus suivis pour des maladies chroniques, notamment le diabète et l'hypertension. Donc nous, on a essayé, à notre niveau, d'apporter cette solution et on aimerait qu'elle puisse se généraliser pour pouvoir vraiment endiguer un peu cette mortalité qui va arriver. Concrètement, comment est-ce qu'on vous joint? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce qu'il faut se déplacer directement à la maison de la santé de Malpasset? Concrètement, on n'a pas la prétention de soigner tout le monde et on n'a pas la capacité structurelle de soigner tout le monde. Donc déjà, ça c'est un préalable. Ensuite, on soigne effectivement sur place tout le monde. Donc toute personne qui vient, on soigne jusqu'à qu'il n'y a plus malade. Si on doit rester jusqu'à 4 heures du matin, 5 heures du matin, on les soignera. Ensuite, en ce qui concerne la deuxième partie, le volet télémédecine à domicile, c'est le médecin qui envoie l'infirmier, qui a repéré bien sûr une personne fragile, qui envoie l'infirmier directement à domicile. On a mis à disposition un centre du côté des Bourrelis où on fait aussi de la téléconsultation pour essayer d'apporter une offre médicale dans un endroit où il n'y a pas. On est en train de mettre en place avec des partenaires, et là c'est ce que tu disais au préalable, c'est-à-dire chercher vraiment un partenariat avec des gens qui d'habitude n'auraient jamais communiqué ou n'auraient jamais travaillé ensemble. Donc on a mis en fait un partenariat avec Médecins sans frontières, l'hôpital Nord, compte tenu de cette urgence, et le Château en Santé. Donc on a essayé de faire un parcours raccourci Covid-19. Grosso modo, vous avez une tente qui a été montée du côté du Château en Santé et du côté de la maison régionale de Malpasset, qui est gérée par Médecins sans frontières. Nous, on les aide bénévolement. Et là, on fait du dépistage. Donc, on a eu l'accord de l'hôpital Nord pour pouvoir faire 100 dépistages jour, ce qui est pas mal. Et là, on dépisterait que les personnes qui présentent des symptômes. Donc, on dépiste tout le monde. Je dis bien tout le monde. Les personnes qui seront admis par leur généraliste viendraient, seraient dépistées. Et les personnes qui viennent sans ordonnance, il y aura un médecin derrière qui vérifie si effectivement ça nécessite de faire un dépistage ou pas. Juste pour te donner un chiffre très rapide, concernant le dépistage, autour de la maison régionale de la santé, nous avions dépisté sur la première semaine 70 personnes. Pour les 70 personnes, 50 ont répondu de manière positive. 30 ont été en réanimation, malheureusement 3 sont décédés. Quelles sont les principales limites que vous rencontrez pour pouvoir répondre dignement aux besoins de santé que vous identifiez aujourd'hui? Alors concrètement, on sort d'une réunion avec l'ARS. On leur présente les chiffres en leur disant voilà ce qu'il en est, voilà on a une population qui habite dans les quartiers nord, qui est précarisée et qui paye cher, puisque la plupart des morts, heureusement, ou les gens qui sont admis dans les réanimations, sont des personnes précarisées. La réponse qu'ils nous apportent, c'est oui, c'est bien ce que vous faites, à titre expérimental, on va le tester. Par la suite, on leur dit, écoutez, il va falloir isoler les cas contacts ainsi que leurs familles. On nous dit, mais on n'a pas la possibilité de les isoler. On leur dit, écoutez, il n'y a pas de souci, on va, et là je tiens à remercier tous les bénévoles qui participent à l'aide alimentaire. En participant à cette aide alimentaire, vous participez au confinement des gens et donc à endiguer cette épidémie. Donc pour moi c'est important et je tenais à le remercier. Par la suite, nous ce que nous faisons, dès que nous avons un cas contact, nous lui amenons directement tout à domicile, une aide psychologique, médicale et sociale, pour éviter qu'elle ne surcontamine. Lorsque nous avons discuté avec l'ARS, nous leur avons demandé, écoutez, il n'y a pas de souci, on vous demande des masques. Nous n'en avons pas. On vous demande des blouses. Écoutez, nous n'avons pas de blouses. Vous pouvez utiliser des sacs poubelles. Donc, concrètement, on est face à une hiérarchie qui malheureusement n'a pas les moyens. Et je voulais que je vous dise, on applaudit les soignants et on a raison. Je pense qu'à midi, il faudrait quand même siffler toutes les personnes qui sont dans cette chaîne de responsabilité et qui ne sont pas à la hauteur. Quelles propositions vous pouvez leur faire aujourd'hui si vous aviez 2-3 propositions à pouvoir faire à un certain nombre de collectifs que tu connais, qui agissent, mais également comment est-ce qu'on pourrait interpeller les pouvoirs publics sur l'ensemble de ces failles? Comment est-ce qu'on pourrait… Concrètement, il faut que chacun puisse être dans son rôle, clairement. Si effectivement la métropole, la mairie
leur rôle, c'est d'être content de leur administrer, il faut qu'ils le fassent réellement. Il faut qu'ils évitent aux associations de se démener, voire même de criminaliser certaines associations qui font de l'aide alimentaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut recenser tout le monde. Et moi, je pense que massivement, il faut faire comme dans certains pays. Il faut faire soit des tests qui vont arriver de sérologie, où là, on va vérifier l'immunité des uns et des autres. Là, je repars sur le plan médical. Ou faire du dépistage. Mais lorsqu'on te donne, je ne sais pas si tu t'imagines quand même, des écouvillons sur l'hôpital Nord, ils en ont 200, ils nous en filent 100. Donc il n'y en a pas beaucoup déjà à la base. On n'a pas de masque, donc on manque cruellement de moyens. Donc les limites, oui, c'est les moyens, clairement. Ensuite, nous, on est en capacité de travailler. Il y a de la volonté, il y a des gens qui sont prêts à travailler de manière bénévole, 24 heures sur 24 s'il faut, on le fera sans aucun problème. Par contre, qu'on nous donne les moyens de travailler. Interpeller, mais je suis désolé, lorsque j'ai croisé une maman qui me dit, ça fait presque 1 mois que je suis livré à moi-même, 1 mois que je n'ai pas eu d'aide alimentaire. Et au bout de 1 mois, la mairie se réveille, bon, il y a un petit souci, clairement. Il y a un petit souci. Mais ça, malheureusement, on peut l'étaler sur tout. Malheureusement, nous avons une hiérarchie qui n'a pas été à la hauteur. Les soignants sont livrés à eux-mêmes. La fameuse vidéo qui a été virale des blouses qui a été déchirée au niveau de la Timone. Donc oui, il y a quand même de quoi être alarmé et puis il y a alarmiste. Et puis malheureusement, concernant la prévention, je pense qu'il faut quand même aller sur le terrain, au contact des malades, des familles, au contact des habitants et faire de la prévention. Refaire du lien, c'est important. Quel message tu aurais envie de faire passer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent pour tenter peut-être d'essayer de nous projeter au lendemain de cette crise? Déjà, continuer à être solidaire. Pour moi, c'est essentiel. C'est ce qu'on a vu. Lorsque l'État est défaillant, il y a la solidarité spontanée. Et pour moi, c'est une source vraiment de bien-être. Parce que je me dis, effectivement, on est dans une configuration urbaine qui est propice à une déflagration, mais vraiment écologique, et avec un potentiel viral énorme. Le fait d'avoir des personnes qui vont au contact de ces gens-là et qui, malheureusement, se mettent en danger, mais qui disent à ces gens-là, restez chez vous, restez confinés, nous vous apportons tout à domicile, que ce soit pour les enseignants qui donnent énormément de leur temps, et ça je le constate avec mes enfants, que ce soit les associations qui vont au contact des malades, que ce soit les associations qui font de la médiation, je leur dis continuez à faire cet élan de solidarité, et malheureusement, le temps du bilan viendra. Vraiment, le temps du bilan viendra, et on ne pourra pas, pour les institutions, elles ne pourront pas se cacher derrière les chiffres, puisque le constat que nous avons, et le constat qui est partagé par les habitants, c'est que c'est une solidarité qui a jailli vraiment des invisibles, qui a jailli du bas et qui est montée. Tous les gens, alors j'ai une maman qui m'a interpellé aussi, elle me dit, ils sont où tous qui se sont présentés en politique? On ne les voit plus. Tous ces gens-là qui se sont présentés en promettant mots et merveilles à ses habitants, j'aimerais bien les voir avec nous, au contact de ces mêmes habitants, au contact des malades. Je les invite clairement à venir. Voilà. Donc, et on verra si effectivement ils auront plus peur du coronavirus ou d'autres choses. Merci Yazid Attallah, merci pour cet entretien fort précieux. Et je tenais juste à te dire qu'en fait, en t'écoutant et puis en te côtoyant assez régulièrement, j'avais besoin pour préparer cet entretien de me rattacher à des lectures et je me suis replongée dans quelques livres, notamment d'Albert Jacquard, puisqu'il fait partie de ces scientifiques humanistes engagés et dont on a besoin actuellement pour continuer à être dans cette rencontre, dans ce lien, dans ces solidarités. Merci à toi.